L'enquête du FBI sur l'assassinat du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, a pris une tournure surprenante. Les autorités ont découvert un manifeste très détaillé rédigé par l'assassin de M. Thompson, révélant une vendetta profondément personnelle contre le système de santé. Trouvé dans un compartiment caché lors d'une perquisition au domicile de Mangione, le document décrit des griefs et un plan élaboré menant à ce meurtre très médiatisé. Au fur et à mesure que les enquêteurs reconstituent les motivations de Mangione, des questions troublantes sont posées sur le système de santé américain et sur le nombre d'Américains qui en veulent au système et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour exprimer leur rancune. La terrifiante découverte. Le FBI a découvert un manifeste effrayant rédigé par Luigi Mangione, l'auteur du meurtre de Brian Thompson, PDG de United Healthcare. Le manifeste, un document méticuleusement élaboré, a été trouvé caché dans un compartiment secret de la résidence du suspect, enfoui sous des couches d'effets personnels et de fichiers cryptés. La fouille des locaux par le FBI s'inscrit dans le cadre d'une opération plus vaste, impliquant plusieurs agences travaillant en tandem pour retrouver l'insaisissable suspect. Le raid a été exécuté avec précision, les agents ayant agi rapidement pour sécuriser les lieux et recueillir tout élément de preuve susceptible d'éclairer le mobile de cet assassinat très médiatisé. La découverte du manifeste a constitué une avancée significative, car elle a permis aux enquêteurs de pénétrer directement dans l'esprit du tueur. Le document lui-même est un témoignage glaçant de l'état d'esprit du suspect, révélant un réseau complexe de griefs et d'injustices perçues qui s'était envenimé au fil du temps. Rédigé sous forme de notes manuscrites et de pages dactylographiées, le manifeste décrit un récit de trahison et de colère à l'encontre du secteur de la santé, dont Brian Thompson est la figure de proue symbolique. Le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée dans un premier temps pour protéger l'intégrité de l'enquête, avait méticuleusement documenté ses pensées et ses plans, ne laissant guère de doute sur ses intentions. Le manifeste commence par un récit personnel des expériences du suspect avec le système de santé, décrivant une série d'événements qui, selon lui, illustrent la priorité donnée par le secteur au profit plutôt qu'aux soins des patients. Il a relaté des cas où lui-même ou des membres de sa famille se seraient vus refuser des traitements médicaux essentiels en raison de mesures de réduction des coûts qu'il attribue directement aux politiques mises en œuvre par United Healthcare sous la direction de M. Thompson. Ces expériences, selon le manifeste, ont alimenté un sentiment croissant de ressentiment et un désir de vengeance. En approfondissant le document, le FBI a découvert un schéma de radicalisation inquiétant. Le suspect avait passé des années à s'immerger dans des communautés en ligne qui partageaient sa désillusion à l'égard du système de santé. Ces forums et groupes de discussion ont servi de chambre d'écho, renforçant ses convictions et offrant une plateforme aux personnes partageant les mêmes idées pour partager leurs griefs. Le manifeste fait référence à de nombreuses conversations et échanges avec ces personnes, soulignant le rôle des médias sociaux dans l'amplification des opinions extrémistes. Le document contenait également des plans détaillés pour l'assassinat, y compris des notes de surveillance sur les mouvements de Thompson et les mesures de sécurité. Le suspect avait méticuleusement étudié sa cible, identifiant les vulnérabilités et les opportunités pour mener à bien l'attaque. Ce niveau de planification renforce la nature préméditée du crime, ce qui permet aux enquêteurs de comprendre clairement la détermination et la volonté du suspect. Le FBI a trouvé dans le parc un sac à dos que portait le tireur lors de la fusillade, a indiqué la police, à la suite d'une vaste opération de ratissage visant à le retrouver dans une zone étendue, comprenant des lacs et des étangs, des prairies, des terrains de jeu et des bois. La police n'a pas immédiatement révélé ce qu'il contenait, le cas échéant, mais a indiqué qu'il serait analysé afin de trouver des indices. Luigi a pris soin de dissimuler son identité à l'aide d'un masque pendant la quasi-totalité de son séjour dans la ville, y compris pendant l'attaque et pendant qu'il mangeait, mais il a laissé des traces à la vue de la plus grande ville du pays et de son réseau de caméras de sécurité. Luigi est arrivé à New York le 24 novembre et a abattu Thompson 10 jours plus tard à l'extérieur de la conférence annuelle des investisseurs de son entreprise dans un hôtel situé à quelques pâtés de maison du Radio City Music Hall et du Rockefeller Center. Il est descendu d'un bus en provenance d'Atlanta et qui a fait plusieurs arrêts en cours de route. La police n'a pas déterminé où il est monté dans le bus. Les enquêteurs disposent d'une liste de passagers, mais aucun d'entre eux n'a dû fournir de pièces d'identité lorsqu'il est monté à bord, a déclaré M. Kenny. Les enquêteurs pensent que le suspect a utilisé une fausse carte d'identité et a payé en liquide lors de son enregistrement à l'auberge, qui dispose d'un café ainsi que de chambres partagées et privées et se trouve à quelques pâtés de maison de l'Université de Columbia. Les enquêteurs ont testé une bouteille d'eau abandonnée et un emballage de bar protéiné dans le cadre de la recherche de son ADN. Ils ont également essayé d'obtenir des informations supplémentaires à partir d'un téléphone portable trouvé le long de l'itinéraire de fuite du tireur. Des photos de Luigi prises dans le hall d'une auberge de l'Upper West Side de Manhattan semblent correspondre à la seule fois où il a enlevé son masque. Les images montrent un homme souriant dans le hall de l'auberge Asheye, New York City.
Elles font partie d'une collection de photos et de vidéos diffusées depuis la fusillade, y compris des images de l'attaque, ainsi que des images du tireur présumé dans un Starbucks avant la fusillade. Après qu'il a abattu Brian Thompson, la scène est devenue chaotique, avec des gyrophares et le murmure des radios de police. Les officiers ont bouclé la zone, marquant le début de ce qui allait devenir une enquête complexe. Tandis que les premiers intervenants sécurisent le périmètre, les équipes médico-légales entrent en action, passant méticuleusement la scène au peigne fin à la recherche de preuves. C'est au cours de ce processus minutieux qu'une découverte surprenante a été faite. Une découverte qui allait changer l'orientation de l'enquête et capter l'attention de la nation. Parmi les douilles et les balles éparpillées, les enquêteurs ont remarqué quelque chose d'inhabituel. En y regardant de plus près, ils ont découvert que chaque munition portait un message effrayant. Les mots « déni »,« nier »,« depose »,« déposer » et « défend », « défendre » étaient gravés avec précision dans le métal, chaque lettre étant gravée d'une main délibérée. Il ne s'agissait pas d'un acte aléatoire, mais d'un message, d'une déclaration laissée par l'auteur de l'attentat. Le FBI, déjà impliqué en raison de la nature du crime, a immédiatement reconnu l'importance potentielle de cette découverte. Les mots suggéraient un récit, un motif possible ou une idéologie que le tireur aurait pu essayer de transmettre. Il ne s'agissait pas d'un simple crime passionnel ou d'opportunité, mais de quelque chose de plus calculé, de plus sinistre. En travaillant ensemble, le FBI et la police ont commencé à reconstituer la chronologie des événements qui ont conduit au crime. Les témoins ont été interrogés, les vidéos de surveillance ont été visionnées, et chaque élément de preuve a été examiné à la recherche d'indices. Les mots gravés sont devenus un point central de l'enquête, une énigme à résoudre pour comprendre toute l'ampleur du crime. Des experts légistes ont été invités à analyser les gravures, à la recherche d'indications sur l'outil utilisé ou sur le temps qu'il a fallu pour graver les mots dans le métal. La précision des gravures suggère que l'auteur a pris son temps, peut-être en planifiant son acte longtemps à l'avance. Mangione a été placé en garde à vue dans un McDonald's après qu'un client a informé un employé qui a prévenu les autorités. À l'époque, il était en possession d'un pistolet fantôme noir, du type de ceux que l'on peut assembler chez soi à l'aide d'une imprimante 3D, d'un silencieux et d'un chargeur contenant 6 cartouches de 9 mm. Il était porteur de plusieurs cartes d'identité, dont une avec sa véritable identité et une autre qui était fausse. Ces pièces d'identité comprenaient un passeport américain et une fausse pièce d'identité du New Jersey, utilisée pour s'enregistrer dans l'auberge de New York où le suspect a été vu avant la fusillade. Lorsqu'on lui a dit qu'il serait arrêté s'il avait menti sur son nom, il a admis qu'il s'appelait Luigi Mangione. Interrogé sur les raisons de son mensonge, il a répondu aux officiers « Je n'aurais clairement pas dû », selon les documents du tribunal. Il est devenu silencieux et a commencé à trembler lorsqu'on lui a demandé s'il s'était récemment rendu à New York, selon la plainte pénale déposée en Pennsylvanie. La police indique qu'il a également été trouvé en possession de 3 pages de documents manuscrits dans lesquels il semble exprimer sa mauvaise volonté à l'égard de l'Amérique des affaires. Le document indique également que ces parasites l'ont bien cherché et que je m'excuse pour les troubles et les traumatismes subis, mais il fallait le faire. L'identité de Luigi Mangione reste encore un peu mystérieuse. Qui est Luigi Mangione? Le parcours remarquable de Luigi Mangione, jeune étudiant de Baltimore devenu un célèbre diplômé en informatique, est une véritable source d'inspiration. À la Gilman School, les prouesses scolaires exceptionnelles de Luigi lui ont valu le titre prestigieux de major de sa promotion, ouvrant la voie à ses succès futurs. Sa passion pour la technologie et l'innovation s'est manifestée dès son plus jeune âge. Et c'est cette motivation qui l'a propulsé à l'Université de Pennsylvanie. Là, Luigi a perfectionné ses compétences et approfondi sa compréhension de l'informatique, ce qui lui a permis d'obtenir un diplôme de haut niveau. Les débuts de Luigi Mangione ont été marqués par une curiosité insatiable et une intelligence vive qui l'ont distingué de ses pairs. Né et élevé à Baltimore, Luigi était le plus jeune d'une fratrie de 3 enfants dans une famille qui valorisait l'éducation et le travail. Ses parents, tous 2 éducateurs, lui ont inculqué l'amour de l'apprentissage dès son plus jeune âge. Ils ont encouragé Luigi à explorer ses centres d'intérêt et à poursuivre ses passions, en lui fournissant le soutien et les ressources dont il avait besoin pour exceller. Enfant, Luigi était fasciné par le monde qui l'entourait. Il passait des heures à bricoler des gadgets, à démonter des appareils électroniques domestiques pour en comprendre le fonctionnement. Cet intérêt précoce pour la technologie s'est ensuite transformé en une véritable passion pour l'informatique. La nature curieuse de Luigi et ses compétences en matière de résolution de problèmes étaient évidentes dès son plus jeune âge, puisqu'il trouvait souvent des solutions créatives aux problèmes quotidiens. Lorsque le moment est venu pour Luigi de commencer son éducation formelle, ses parents l'ont inscrit à la Gilman School, une prestigieuse école préparatoire pour garçons de Baltimore, connue pour son programme scolaire rigoureux
et son engagement en faveur de l'excellence. L'engagement de Luigi dans ses études était inébranlable, et son travail acharné a été récompensé par de nombreuses distinctions académiques. Il s'est toujours classé parmi les premiers de sa classe, obtenant d'excellentes notes dans toutes ses matières. Ses professeurs ont souvent fait l'éloge de son éthique de travail et de sa capacité à concilier ses responsabilités académiques et ses activités extrascolaires. Les résultats de Luigi ne sont pas passés inaperçus et il a rapidement été reconnu comme l'un des meilleurs élèves de l'école. À l'approche de la remise des diplômes, les résultats scolaires exceptionnels de Luigi et ses contributions à la communauté scolaire ont fait de lui un choix naturel pour le poste de major de promotion. L'annonce de sa sélection a été largement approuvée, car ses camarades de classe et ses professeurs savaient que Luigi incarnait les valeurs et les idéaux de Gilman School. Dans son discours d'adieu, Luigi est revenu sur son parcours, exprimant sa gratitude à sa famille, ses professeurs et ses amis pour leur soutien indéfectible. Le passage de Luigi Mangione de la Gilman School à l'Université de Pennsylvanie a marqué une étape importante dans son parcours universitaire. Armé de solides bases en mathématiques et en sciences, Luigi était impatient de se plonger dans le monde de l'informatique dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. L'une des réalisations les plus importantes de Luigi pendant son séjour à l'Université de Pennsylvanie a été sa participation à un projet de recherche novateur mené par l'un de ses professeurs. Ce projet portait sur le développement d'algorithmes innovants pour l'analyse des données, un sujet qui fascinait Luigi. Il a contribué avec enthousiasme à la recherche, mettant à profit ses connaissances et ses compétences pour relever des défis complexes et élaborer des solutions créatives. Les contributions de Luigi au projet ont été inestimables et son travail a été publié dans une revue universitaire réputée, ce qui lui a valu d'être reconnu par la communauté universitaire. L'engagement de Luigi pour l'excellence s'est étendu au-delà de la salle de classe et du laboratoire de recherche. Il participait fréquemment à des hackathons et à des concours de codage où il démontrait constamment ses prouesses de technique et sa capacité à travailler efficacement sous pression. L'esprit de compétition de Luigi et sa détermination à réussir l'ont poussé à repousser les limites de ses capacités, et il s'est souvent imposé comme l'un des meilleurs candidats lors de ces événements. Tout au long de son séjour à l'Université de Pennsylvanie, Luigi est resté concentré sur son objectif de devenir un expert de premier plan dans le domaine de l'informatique. Il a cherché à se faire conseiller par des professeurs et des professionnels de l'industrie, désireux d'apprendre de leurs expériences et de se familiariser avec les derniers développements dans ce domaine. Le dévouement de Luigi à ses études et son approche proactive de l'apprentissage lui ont valu le respect et l'admiration de ses pairs et de ses professeurs. À l'approche de la fin de ses études, Luigi se remémore son expérience à l'Université de Pennsylvanie avec un sentiment de fierté et d'accomplissement. Son séjour à l'université l'a transformé, faisant de lui un informaticien confiant et compétent, prêt à laisser sa marque dans le monde. Le parcours de Luigi, qui est passé du statut de major de promotion à la Gilman School à celui de diplômé émérite de l'Université de Pennsylvanie, témoigne de son dévouement inébranlable et de sa passion pour l'informatique. Son histoire est une source d'inspiration pour tous les étudiants en herbe, car elle prouve qu'avec du travail et de la détermination, tout est possible. Loin de son parcours éducatif, Luigi a donné un avis controversé sur le manifeste de Ted Kaczynski. La critique de Luigi sur Amazon concernant le manifeste de Ted Kaczynski, la société industrielle et son avenir, est un exemple frappant de la manière dont les idéologies extrémistes peuvent trouver une voie sur les plateformes grand public. Intitulée « La violence est nécessaire », la revue ne se contente pas de critiquer le manifeste, elle en approuve le message radical. Les mots de Luigi font écho à la rhétorique dangereuse que Kaczynski lui-même a propagée, suggérant que la violence est un moyen justifié d'atteindre les objectifs proposés dans le manifeste. L'article commence par une affirmation troublante de la critique de la société moderne par Kaczynski, louant son analyse des effets néfastes du progrès technologique. Luigi affirme que les idées de Kaczynski sur l'érosion de la liberté humaine et la destruction de l'environnement sont non seulement valables, mais aussi urgentes. Cependant, c'est l'approbation par Luigi de la violence comme outil nécessaire à la révolution qui choque véritablement les lecteurs. Il affirme que des mesures drastiques sont nécessaires pour démanteler le système technologique et rétablir l'équilibre du monde. Les considérations éthiques entourant la présence de contenus extrémistes sur des plateformes en ligne, telles qu'Amazon, sont complexes et multiformes. Au cœur du débat se trouve la tension entre la défense de la liberté d'expression et la prévention des dommages. Cette tension est illustrée par l'examen par Luigi du manifeste de Ted Kaczynski, qui soulève des questions critiques sur les responsabilités des plateformes numériques en matière de modération des contenus. D'une part, la liberté d'expression est un droit fondamental qui sous-tend les sociétés démocratiques. Elle permet aux individus de partager des points de vue différents, de remettre en question les normes en vigueur et de s'engager dans un dialogue ouvert.
La suppression des points de vue controversés peut étouffer l'innovation et entraver le progrès de la société. Toutefois, lorsque l'expression d'une opinion franchit la ligne qui la sépare de l'approbation de la violence ou de la promotion d'idéologies extrémistes, le risque de préjudice devient une préoccupation urgente. Permettre à des contenus tels que la critique de Luigi de rester en ligne peut avoir de graves conséquences. Il peut contribuer à la normalisation de la violence comme moyen d'atteindre des objectifs politiques ou idéologiques, ce qui pourrait inciter des individus à commettre des actes de violence. En raison de la nature numérique des plateformes en ligne, ce type de contenu peut se propager rapidement, atteindre un public mondial et amplifier son impact. À l'inverse, la suppression de ces contenus pose ses propres dilemmes éthiques. Les critiques affirment que la censure peut pousser les idéologies extrémistes dans la clandestinité, où elles peuvent devenir plus insidieuses et difficiles à combattre. Elle peut également donner lieu à des accusations de partialité et d'exagération, ce qui mine la confiance dans les plateformes qui mettent en œuvre ces mesures. Trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la prévention des dommages nécessite une approche nuancée. Les plateformes en ligne doivent élaborer des politiques de modération solides, transparentes, cohérentes et capables de s'adapter à l'évolution des défis. Il s'agit notamment d'utiliser une combinaison d'outils automatisés et de modérateurs humains pour identifier et traiter efficacement les contenus préjudiciables. Alors que le mobile de l'attaque fait toujours l'objet d'une enquête, de nouveaux détails apparaissent sur les problèmes de santé de Mangione et sur l'impact qu'il semble avoir eu sur sa vie. Luigi souffrait de douleurs dorsales chroniques et débilitantes et a subi une intervention chirurgicale majeure en 2023, a déclaré son ami. Il semble que les douleurs dorsales se soient aggravées et qu'il ne s'agisse pas d'une discopathie dégénérative selon les rapports des radiographies. R.J. Martin, un ami de Mangione et porte-parole de Surfbreak, un espace de cohabitation à Honolulu, où Mangione a vécu pendant environ 6 mois jusqu'en avril 2022, a déclaré que Mangione avait déménagé à Hawaï dans le but d'être en meilleure santé possible avant l'opération. Sa colonne vertébrale était mal alignée, explique son ami. Il a dit que ses vertèbres inférieures étaient décalées de près d'un demi-pouce et je pense que cela pinçait un nerf. Parfois il allait bien, parfois non. La blessure a entravé la capacité de Mangione à surfer et a également eu un impact sur sa vie sentimentale, ce qui a été mis en évidence lorsque certains gauchistes ont commencé à montrer un intérêt sexuel pour Luigi après son arrestation et la publication de sa photo d'identité judiciaire. Les réactions à cet assassinat ont été très variées. Certains l'ont indirectement soutenu, d'autres ont essayé de réévaluer leur plan de sécurité. Réaction à la tuerie. On croit de plus en plus que Luigi a assassiné Brian Thompson en raison de son mécontentement à l'égard de United Healthcare, un géant du secteur des soins de santé qui a été fondé dans le but d'améliorer la qualité et l'accessibilité des services de soins de santé. Au fil des ans, elle s'est transformée en une véritable puissance, offrant une large gamme de services, notamment l'assurance maladie, la prestation de soins de santé et la gestion des prestations pharmaceutiques. Le succès de l'entreprise a été largement attribué à son approche innovante et à sa capacité à s'adapter à l'environnement en constante évolution du secteur de la santé. Le mandat de M. Thompson en tant que PDG s'est caractérisé par l'importance accordée à la technologie et aux solutions fondées sur les données. Il s'est fait le champion des initiatives qui ont tiré parti des technologies de pointe pour améliorer les soins aux patients et rationaliser les opérations. Son approche avant-gardiste lui a valu d'être acclamé et reconnu comme un leader visionnaire. Cependant, un grand succès s'accompagne d'un examen minutieux. En tant que visage de United Healthcare, M. Thompson était souvent sous les feux de la rampe, une position qui lui valait à la fois admiration et critique. Malgré les succès de l'entreprise, United Healthcare n'est pas à l'abri des difficultés. Le secteur des soins de santé est très complexe, notamment en raison des obstacles réglementaires, de l'augmentation des coûts et de la concurrence croissante. M. Thompson a relevé ces défis d'une main ferme, mais la pression était incessante. La croissance rapide de l'entreprise l'a également confronté à des problèmes internes, tels que le mécontentement des employés et la restructuration de l'organisation. À la suite du meurtre de Brian Thompson, les compagnies d'assurance se sont empressées de supprimer les photos et les biographies de leurs dirigeants sur leur site web. UHC, Anthem Blue Cross, Blue Shield et CVS ont tous supprimé les pages consacrées à leurs dirigeants, et d'autres suivront probablement. L'expert en sécurité Robert D'Amico, fondateur de Sierra One Consulting, et qui a travaillé avec le FBI, a déclaré que le nettoyage des biographies et des photos montre que ces entreprises ont entendu ce que des experts comme moi ont dit sur la facilité avec laquelle il est possible d'identifier et de retrouver leurs dirigeants. Selon Glenn Kucera, président des services de protection renforcée de la société de sécurité Allied Universal, la colère du public à l'égard des dirigeants des compagnies d'assurance maladie s'est fortement accrue. Il a déclaré « Je pense qu'un grand nombre de dirigeants vont se dire « Vous savez, cela pourrait m'arriver »
et nous devrions vraiment réfléchir à notre protocole de sécurité à l'avenir. Des rapports font état d'une recrudescence des appels aux sociétés qui fournissent des services de sécurité aux entreprises. Les représentants d'Allied Universal, dont les services comprennent la garde des bureaux, le transport des cadres et la recherche des familles, ont déclaré que leur téléphone sonnait à toute volée. L'arrestation de Luigi Mangione, qui a d'abord été une histoire sensationnelle, a eu des effets durables sur le discours public, la dynamique des médias sociaux et la perception de l'activisme. Au fil du temps, l'impact de ces actions et la réaction publique qui s'en est suivie ont continué à se répercuter dans diverses sphères, suscitant des discussions permanentes sur le rôle des individus dans l'évolution de la société. L'un des effets à long terme les plus importants de l'arrestation de Luigi a été la manière dont elle a influencé les conversations sur le pouvoir et l'influence des médias sociaux. L'histoire de Luigi a démontré le potentiel des plateformes de médias sociaux à amplifier les voix et les récits individuels, les transformant en phénomènes mondiaux. L'augmentation rapide du nombre d'adeptes de son compte X a mis en évidence la capacité des médias sociaux à relier les gens au-delà des frontières géographiques et idéologiques, créant ainsi un espace de dialogue et de débat. Son compte X a été désactivé lorsqu'il a atteint 30 000 adeptes. Cependant, Elon Musk a déclaré qu'il n'était pas au courant de cette désactivation et qu'il allait se pencher sur la question. Quelques heures plus tard, le compte X de Luigi est réactivé et le nombre de followers grimpe en flèche. Il semble qu'il bénéficie d'un soutien monumental, en particulier de la part de ceux qui sont frustrés par le système de santé américain. Cette nouvelle prise de conscience de l'influence des médias sociaux a incité les individus et les organisations à reconsidérer leurs approches de la communication et de l'engagement. Les militants, en particulier, ont pris note de la manière dont l'histoire de Luigi a pu capter l'attention du public et ont cherché à exploiter des stratégies similaires pour faire avancer leur propre cause. Le cas de Luigi Mangione est devenu une étude de cas sur le pouvoir de la narration numérique et le potentiel des médias sociaux pour susciter des changements significatifs. Outre son impact sur la dynamique des médias sociaux, l'arrestation de Luigi a également contribué à une réévaluation plus large du paysage de l'activisme. Ces actions, bien que controversées, ont mis en évidence le potentiel de la technologie en tant que catalyseur du changement social. Cette prise de conscience a incité une nouvelle génération de militants à explorer des moyens novateurs de tirer parti de la technologie pour résoudre des problèmes de société, ce qui a conduit à l'émergence de nouvelles formes d'activisme numérique. Les discussions autour du cas de Luigi ont également suscité un examen plus approfondi des considérations éthiques liées à l'activisme. En réfléchissant à la moralité de ces actions, les gens ont été forcés de se confronter à des questions complexes sur l'équilibre entre les droits individuels et les responsabilités sociétales. Ces conversations ont contribué à une compréhension plus nuancée des défis et des opportunités associées à l'activisme à l'ère numérique. Au fil du temps, la perception qu'a le public de Luigi Mangione et de ses actions a évolué. Si certains continuent à le considérer comme un héros, d'autres en sont venus à voir en lui un symbole des complexités et des contradictions inhérentes à l'activisme moderne. Ce changement de perception a été influencé par les débats en cours sur les implications de ces actions et les questions plus larges qu'elles soulèvent sur le rôle de la technologie dans la société. L'impact durable de l'arrestation de Luigi sur l'opinion publique est évident dans la manière dont elle a façonné les conversations sur le potentiel des individus à effectuer des changements. Son histoire nous a rappelé le pouvoir de l'action individuelle et l'importance d'agir face aux injustices perçues. Dans le même temps, elle a mis en évidence la nécessité d'examiner attentivement les implications éthiques et juridiques de telles actions. Alors que l'histoire de Luigi Mangione continue de se dérouler, elle reste un exemple puissant de la manière dont les actions individuelles peuvent influencer le discours public et façonner l'avenir de l'activisme. Il s'agissait de la première apparition publique du jeune homme de 26 ans depuis son arrestation à Altoona en début de semaine, et depuis qu'il a été identifié comme l'individu lié à la fusillade mortelle de Midtown Manhattan. Lors de sa première comparution aujourd'hui à Hollidaysburg, en Pennsylvanie, Luigi Mangione, le suspect du meurtre de Brian Thompson, PDG de United Healthcare, a été placé en détention sans caution et n'a pas plaidé coupable. En Pennsylvanie, Mangione a comparu pour la première fois devant un tribunal. Le tribunal a lu l'intégralité de la plainte pénale à Mangione après que le suspect a déclaré que personne ne l'avait jamais lu auparavant. Mangione a réfuté verbalement 2 des accusations de l'accusation devant le tribunal. Il a été trouvé en possession de 8 000 $ en liquide, ce qui a conduit à la première théorie selon laquelle il essayait de se soustraire à la loi. En portant un sac Faraday qui bloque les signaux mobiles, il a été accusé de faire preuve d'un savoir-faire criminel, selon la deuxième accusation. Mangione, le regard ferme et solennel, a été conduit d'un véhicule de police au palais de justice au milieu d'un important dispositif de sécurité.
Des agents de plusieurs services l'ont entouré, veillant à ce que le suspect soit transporté en toute sécurité. Les images, qui ont largement circulé sur Internet, montrent M. Mangione vêtu d'un foulard et d'un manteau noir, sans aucun signe de résistance, alors qu'il était emmené à l'intérieur pour sa première audition. Peu après son arrivée, une plainte pénale déposée par les autorités de Pennsylvanie a révélé que Mangione fait l'objet de 5 chefs d'accusation, notamment port d'une arme à feu sans permis, falsification, fourniture de fausses pièces d'identité aux forces de l'ordre, possession d'instruments de crime. Ces accusations découlent de preuves trouvées lors de son arrestation, qui l'impliquent davantage dans ce meurtre très médiatisé. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des cartes affichées à l'écran pour en savoir plus.